Bonsoir. Tout le monde le sait, le football est le sport roi en Côte d'Ivoire. Avec 2 Coupes d'Afrique, 3 participations à la Coupe du Monde et des millions d'aficionados à travers le pays, la Côte d'Ivoire est l'une des grandes nations de football en Afrique. Mais ces temps-ci, vous l'aurez noté, notre football est secoué par une étrange histoire de parrainage à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Dans cette affaire, chaque jour, on apprend un nouveau rebondissement. Notre invité du jour est un acteur important du football national. Issu d'une grande famille de footballeurs, il est aujourd'hui le président délégué de l'Académie de foot Amadou Diallo de Djekanou. Laurent Boli sera avec nous tout à l'heure sur le plateau. Avec lui, il sera question de l'actualité footballistique nationale. Et comme tous les jeudis, nous aurons l'immense honneur de recevoir le porte-parole du ministre chargé des Affaires très spéciales, Mike Danon, pour son point de presse. Que dis-je ? Son point de stress hebdomadaire. Décryptage de l'actualité, l'information, l'analyse, l'actualité comme vous l'avez toujours souhaité, c'est maintenant et c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Je sens un petit vous rire sur le plateau, dites-moi. C'est l'émotion? Vous êtes heureux de me voir? Et on est jeudi en plus. On est jeudi en plus. Serge? Oui, bonsoir, oui. Ça se passe bien. Ça va aller. Ça va aller. Ouais. D'accord. Avant toute chose, on voulait s'excuser pour le retard avec lequel on démarre ce numéro du Live Talk. Et par la même occasion, rappeler, pour ceux qui nous regardent sur les bouquets Canal+, qu'ils ont noté des perturbations, des micro-coupures. On doit dire simplement que cela n'est pas de notre fait, il est indépendant de notre volonté, il n'est même pas de notre fait. En tout cas, nos partenaires nous assurent de travailler sur cette question-là pour que vous les ayez de moins en moins, pour que même vous ne les ayez plus. Mais c'était une petite précision qu'il était important de signaler. Parce que sinon, il faut acheter le kit TNT. Ouais. Absolument, en TNT, sur la TNT, vous nous voyez clair, en HD, c'est fluide, en HD, donc il n'y a pas de problème. Les images sont plus nettes et sont plus belles. Voilà, tout simplement. Bon, alors la The Team, elle est au grand complet. J'ai tous les soirs cet insigne honneur d'être entouré par les meilleurs chroniqueurs d'ici et d'ailleurs. La The Team avec Sophie Aïda. Hello. Serge Kouachi. Salut. Rayana Assi. Bonsoir. Edith Brou. Bleu. Et Brouge ce soir. Et voilà, c'est ça, Edith Brou Rouge, on s'apprête à le dire. Mais bon. Bonsoir, tout le monde va bien. Brice. Ça se passe bien. En tout cas, on est très très heureux. En tout cas, on est au taquet et c'est tant mieux. Si vous le voulez bien, les amis, nous allons tout de suite regarder ce qui constitue l'essentiel de l'actualité de notre Live Actu. Alors, nous le disions hier, Edith Brou, une candidature et un éventuel 3e mandat d'Alassane Ouattara se précisent et même se renforcent. Il y a des vagues de soutien. Absolument, je vais même dire une véritable déferlante de soutien depuis ces derniers jours. Les députés et les sénateurs, mais aussi les maires se sont réunis, les maires du RHDP se sont réunis ce mercredi 22 et ce jeudi 23 juillet. Cette rencontre fait partie d'une série de réunions prévues pour préparer l'opération de parrainage de leurs candidats à la présidentielle d'octobre 2020. Les députés RHDP ont unanimement, en tout cas lors de cette rencontre, ont unanimement porté leur choix sur le président Alassane Ouattara pour conduire leur parti lors des prochaines élections d'octobre 2020. Le porte-parole des parlementaires, le député Frébo Basile, député de Sassandra, a déclaré, et je cite, « Nous, députés RHDP, sollicitons votre candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre. » Il a ajouté que cet appel à candidature doit pouvoir fédérer toutes les énergies vu le bilan exceptionnel, reconnu tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et conscient des enjeux de cette élection. Je rappelle également, Brice, que cette vague de soutien a été précédée le mardi 21 juillet par celle des élus et cadres du district des Savanes, qui regroupe les régions de la Bagoué, du Poro et du Tchologo, qui ont également sollicité la candidature du président Alassane Ouattara pour les élections présidentielles. Et n'oublions pas également la célèbre lettre de M. Adjoumani Kobenan, porte-parole du RHDP, qui a également... la si longue lettre qui avait été publiée sur sa page... Je n'en dirai pas plus, qui a été publiée sur sa page Facebook il y a 3 jours, et dans laquelle également il sollicitait une candidature du président, la candidature du président Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle.
Que valent toutes ces déclarations, toutes ces vagues de soutien? Que valent-elles? Est-ce que vous pensez qu'elles sont en train de renforcer l'idée selon laquelle le président Ouattara pourrait se présenter? Moi, je dirais, est-ce que le président Alassane Ouattara restera sourd à l'appel des membres de son parti, des cadres de son parti, avec tout ce que nous venons de dire? On le verra dans les prochains jours. D'accord. C'était la photo d'illustration qu'on a vue à l'écran, là des députés. Oui, bien sûr. Il n'y avait pas forcément de respect des mesures barrières. Pourtant, ça durcit là, en ce moment. Ah, ça durcit parce que maintenant, il y a des sanctions. Absolument. Je vous parlais la dernière fois de ce passage de la sensibilisation à la répression dont parlait le ministre de la Sécurité. On n'en dira peut-être pas plus pour l'instant. Oh, que on essaiera d'en savoir plus. Oh, que si. Ok, si. Je pense. On en parlera. Sans filtre. Serge est déterminé. Exactement. Sur le front social, Serge Kouaché, justement, je vous retrouve parce qu'on évoque avec vous la grève des agents de la santé dans les maisons d'arrêt et de correction de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'y passe? Alors, la grève des agents de la santé dans les maisons d'arrêt et de correction de Côte d'Ivoire, effectivement, on l'a appris. Une manifestation pacifique de 3 jours. C'est quand même une première, je veux dire, bandeau rouge, manifestation pacifique, c'est déjà pas mal. C'est dans la limite du syndicalisme, on va dire, admis. Donc entamé depuis mercredi 22 juillet 2020, donc hier, par 62 agents de santé issus des 34 prisons ivoiriennes, car il faut savoir qu'il y en a 34 en Côte d'Ivoire. Ce débrayage fait suite à plusieurs courriers adressés aux autorités pour qu'elles se penchent sur leur situation sans suite, selon leur porte-parole, qui s'appelle Camara Potamnan. Alors, le motif de cette grève, c'est le manque de formation du personnel, insuffisance de personnel, manque de médicaments, risque de contamination élevé à cause de la promiscuité, et on sait très bien quelle situation nous traversons au niveau sanitaire. Ils réclament une indemnité de sujétion accordée au personnel de prison par le ministère de la Justice. Le milieu carcéral enregistre à ce jour, et c'est très important, 91 cas positifs de Covid-19. Plusieurs parmi eux ont été infectés par la Covid-19. Au 31 août 2019, ce sont des chiffres qui sont quand même assez intéressants à entendre. La Côte d'Ivoire comptait 18 592 prisonniers pour une capacité de 6 989 places dans les 34 lieux de détention répartis sur le territoire, soit un taux de surpopulation carcérale de 266%. Waouh. S'il n'y a pas de bonnes raisons de gréver à ce niveau-là. Je pense que c'est tout à fait légitime. Ils sont en première ligne face à déjà des détenus, face à un environnement carcéral qui est au-delà de sa capacité d'accueil. Donc c'est tout à fait normal. Ça fait suite également à la grève des agents de l'Institut Pasteur également qui réclamaient 52 millions d'euros. C'est pas le même domaine, c'est pas le les mêmes même domaine, revendications. mais ils sont au front et ils sont également en première ligne également. Par contre, eux, ils avaient menacé, ils étaient dans la cessation de oui, l'activité. bien sûr, alors absolument. que là, par exemple, alors qu'ils sont en droit d'y aller, pas forcément avec la manière forte, mais de revendiquer beaucoup plus brutalement, ils mettent un bandeau rouge. Attention, on continue de travailler, mais regardez notre situation quand même. On a quand même le droit de crier. Vous pensez qu'ils vont se faire entendre? Je pense que oui. Je pense qu'on les a déjà entendus à travers cette télévision sans filtre qui est la FTV. Absolument. Et c'est un peu pour ça qu'on est là également, faire entendre la voix des sans-voix et sans filtre. D'accord. Rihanna, si de votre côté, on parle toujours de sport. Le fameux feuilleton à la FIF, la Casa de la FIF, pourquoi pas. Oui, je le disais là-bas, hier. en ce moment, on met en garde. On met en garde, Le ton effectivement. est- On se remet un peu dans le contexte, Oui, Brice. d'accord. Le communiqué de la FIF traitait d'illégal le parrainage qui avait été accordé à Didier Drogba par les membres dissidents de l'amicale des arbitres. Eh bien, le camp Drogba a réagi à travers le coordonnateur de la campagne de Didier Drogba, Eugène Diomandé, qui a publié sur ses réseaux sociaux, et je cite, « Le parrainage accordé par les arbitres à une écrasante majorité le 20 juillet à DD11 est inattaquable dans la forme comme sur le fond. » Et il ajoute, la commission électorale et éventuellement le tribunal du sport trancheront. Eh bien, du côté de la commission électorale, c'est l'ex-ministre des Sports et actuel président de la commission électorale de la FIF, René Diby, qui a affirmé « Je n'ai pas de commentaire à faire sur quoi que ce soit, sur tout ce qui se dit au sujet de ces élections. J'attends les dossiers, c'est tout. Les choses se feront dans la transparence, vous verrez. Je ne suis pas dans les combines, on me connaît pour cela, sinon je ne serai pas élu à la tête de la commission. »
Pour le connaître, pour Il ça, met on en le garde connaît les pour ça, hein. combinards. Il met en garde le combinard. Non, mais René Diby, très franchement, c'est quelqu'un qui est irréprochable à ce niveau-là, je pense. Et c'est comme il le dit, c'est pour ça qu'il est à la tête de cette commission. Et on peut compter, je pense, sur sa transparence à ce niveau-là. Donc, il attend les dossiers et on attend ce qu'il dira par la suite. Oui, et puis il faut rappeler que le parrainage des groupements d'intérêt, ce n'est pas la seule condition. Hein, Absolument, pour voir... vous nous en parliez la dernière fois, vous me disiez qu'il y avait des conditions, C'est mais ça, ce n'est visiblement... pas la seule condition. Oui. Et à cette question, Eugène reste positif. Il révèle que les clubs de Ligue 1 favorables à Didier Drogba vont bientôt se dévoiler. Eh bien, on est curieux de savoir qui sont ces bientôt. clubs, parce qu'on se rappelle que la majorité quand même des 14 clubs en question se partageaient entre Sori Diabaté et Idriss Diallo. Et puis, nouvelle information, Ouais, je pense nouveau rebondissement dans le processus électoral de la présidence pour la FIFPro, syndicat international des footballeurs professionnels, annonce la suspension de la FI. Alors, Coup de tonnerre. coup de tonnerre, mais Coup en même de temps, on tonnerre. dirait que c'est... Est-ce que cette décision de la FIFPro, là, est-ce qu'elle a une incidence sur la tenue des élections ici? Alors, elle ne devrait pas avoir d'incidence Oui. sur le choix de l'AFI pour les élections, mais c'est quand même une petite victoire pour Didier Drogba, qui était deuxième vice-président de cette Victoire, association. Parce que de toute façon, la première fois déjà, Symbolique. ils ont bâclé Ouais. tous les textes de la FIFPro. Ils se sont dit, la FIFPro avait demandé qu'ils soutiennent de facto et par principe le candidat issu de leur association. C'est ça. Ils n'ont pas tenu compte de ça, donc C'est déjà ça. la suspension, bon, à la limite, ils vont se C'est un dire. coup d'épée dans l'eau. Exactement, je pense. Moi. Ah. Bon, Ça fait du bien à l'ego. La casa de la FIF. la case de la FIFPro. Prochain épisode, très Ça, bientôt. c'est le certainement. quatrième déjà de... Je crois qu'on est au... Autour du quatrième. Au Quatrième quatrième épisode, épisode. ouais. Au quatrième épisode. Palpitant. Le réalisateur nous dit qu'il n'a pas dit son dernier mot. Ah, mais On a Ça ne noté. fait 5 que septembre, commencer. hein. Kakame serait-il À l'international, nouvelle tentative pour juguler la crise socio-politique qui secoue le Mali. Des chefs d'État au chevet du Mali. Oui. Alors donc voilà, on va rappeler le Mali, donc comme tu as dit, Brice, vit une véritable crise politique en ce moment. Le 10 juillet dernier, il y a une manifestation du mouvement de l'opposition M5 RFP. Cette manifestation qui a éclaté a fait 11 morts. Et aujourd'hui, la CEDEAO donc, a passé un séjour au Mali pour essayer de ramener on va dire un climat d'entente entre le parti au pouvoir et le mouvement d'opposition. Ils n'ont pas pu repartir avec justement donc une entente et aujourd'hui, donc après cette tentative, c'est au tour de 5 chefs d'État africains de tenter de trouver une solution donc à cette contestation du mouvement de l'opposition. Donc le président ivoirien Alassane Ouattara était le premier à atterrir à Bamako ce jour, donc le 23 juillet. Suivi de son homologue, le président sénégalais Macky Sall, et puis du président du Nigeria, Muhammadu Buhari, le président Mahamadou Issoufou aussi du Niger, et puis le président du Ghana, Nana Akufo-Addo. Donc ils ont été accueillis par le chef de l'État, et en gros, cette journée devait être déployée en 2 parties. Donc la première, c'est une discussion donc, avec leur homologue Ibeka donc, du Mali, et ensuite avec le leader du mouvement de l'opposition, qui est donc l'imam Diko, pour justement essayer de voir s'il y a une possibilité d'accalmie. Ils vont quand même rester campés sur la décision de la CEDEAO qui est de ne pas céder à la démission, de la demande de démission du président malien, donc Ibrahim Boubacar Keïta. Mais pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas encore à l'instant où je vous parle ce qui en est ressorti donc, de cette négociation. On attend, on espère en tout cas que leur intervention va porter des fruits positifs, justement, pour voir une accalmie. Et il y a un rebondissement du côté de... Parce que je C'est la tendance. un peu de foot aujourd'hui. Effectivement. Un rebondissement du côté donc, du mouvement de l'opposition au niveau de leurs demandes. Ils ne sont plus campés sur leur position par rapport à la démission du chef de l'État, mais par contre, maintenant, ils réclament de manière non négociable le départ du Premier ministre donc, du Mali, Boubou Cissé. Ah, ce n'est plus finalement Ibeka, Non, la maintenant tête c'est le d'Ibeka qui est Premier réclamée. ministre. Maintenant, c'est le Premier ministre. Ça sera les députés. Voilà. C'est beaucoup plus possible. Bon, en tout cas, toutes nos bonnes pensées se tournent vers le Mali, pour qui on souhaite Le beaucoup de peuple malien, paix, oui. comme le peuple malien, Ouais. pour qui on souhaite la paix. C'est bizarre ce ballet de chef d'État. Vous n'avez pas l'impression de l'avoir déjà... Dans certaines conditions, dans un autre pays. D'accord. On connaît bien. Peut-être un peu trop d'ailleurs, déjà vu, et peut-être un peu trop. Il serait temps que ça s'arrête.
D'accord. En tout cas, c'est avec ces images-là et puis cette note d'espoir et d'optimisme qu'on va refermer les portes de notre taux de l'actualité de ce jour. On va ouvrir celle du petit dossier, du talk aujourd'hui, c'est ça? Ouais. On va arriver avec, en tout cas pour le succès de l'Académie Mimo Sifcom. En fait, c'est difficile parce que je suis en train de parler d'un club qui s'appelle la SEC d'Abidjan, qui a des fans sur ce plateau. En tout cas, Mimo Sifcom en 1999, ils ont poussé comme des champignons à travers tout le pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte plusieurs dizaines de centres de formation sur toute l'étendue du territoire. Comment se portent-ils? Quels sont leurs rapports avec la Fédération ivoirienne de football? C'est dans le dossier du talk qu'on aborde maintenant. Restez en mouvement. Passe. Allez, on continue le ballon. C'est sur ces terrains de fortune que sont formés les futurs champions du ballon rond. Ici en Côte d'Ivoire, après le succès des académiciens de la SEC Mimosa, les centres de formation ne se comptent plus. Ce sont près de 720 centres de formation et académies officiellement reconnus par la Fédération ivoirienne de football qui exercent sur l'ensemble du territoire national. Nous nous sommes rendus dans la commune de Marcory, précisément à Anoumambo, où une trentaine de centres de formation est installée. Ici, le constat est amer. Vous voyez les terrains qu'on s'entraîne, c'est difficile. Quand vous allez à l'académie, vous voyez les terrains, c'était des pelouses gazonnées naturelles. Et nous, on s'entraîne dans les sables. C'est pour cela que nous disons que nous faisons la vraie formation. Parce qu'ici, les rebonds, il faut apprendre les enfants au rebond. Il faut les apprendre les surfaces de contact. Et ils viennent recruter les meilleurs, c'est nous. Et après, on dira que c'est eux qui sont les formateurs. Et par contre, les vrais formateurs, c'est nous qui sommes dans les sables ici. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les centres de formation ne sont pas considérés. Ils ne sont pas considérés sur tous les plans. Parce que de 1, nous n'avons pas de championnat qui permet à nos enfants de compétir. De 2, les décisions à la fédération, les centres de formation n'ont pratiquement pas les mots à dire. De 3, vous voyez les encadreurs qui encadrent ces enfants. Vous savez ce que ces encadreurs apportent même à la vie de ces enfants. Parce que ces enfants, quand ils n'ont pas d'activité sportive, vous savez de quels vices ils peuvent se donner. D'autres peuvent se donner à la drogue, à les mauvaises compagnies. Mais si la fédération peut apporter un petit peu d'accent envers ces centres de formation, nous allons voir que la Côte d'Ivoire aura encore plus de talent. Le travail des centres de formation n'est pas très souvent reconnu. Certains agents de joueurs et académies mieux nantis leur coupent souvent l'herbe sous les pieds en vendant du rêve aux jeunes joueurs. Cela a été le cas de Michel Eba, 16 ans. Une fois, j'ai été approché par un agent de joueur qui m'a proposé un voyage au Portugal. Mais je ne me suis pas engagé en même temps. Tandis que la course à la présidence de la FIF est rude, les conditions de travail des centres de formation ne sont pas toujours au centre des débats. Et pourtant, c'est ici que la relève et l'avenir du football se construisent. Nous abordons la question des centres de formation pour notre petit débat. Question les amis, comment à votre avis se portent ces différents centres de formation de vos différentes expériences, de ce que vous avez entendu Je crois qu'on a déjà un premier exemple avec le dossier et c'est un secret de polichinelle que la plupart des centres de formation ne sont pas bien équipés, ne sont pas outillés en fait pour délivrer des formations de qualité à ces jeunes footballeurs qui rêvent de pouvoir un jour jouer dans des grands clubs à l'international. Donc je ne sais pas si c'est un problème au niveau du financement ou des subventions que peut-être qui sont prévues par la FIF pour aider et soutenir ces centres de formation, mais c'est déplorable. Constat, quand vous en avez parlé dans votre introduction, vous avez fait allusion à l'Académie Mimo Sifcom, parce que c'est juste après cette vague dorée de joueurs dorés qu'ils ont poussé comme des champignons, effectivement, mais ils se sont fait rattraper par la réalité du terrain, parce que n'ouvre pas un centre de formation qui veut, en ce qui concerne le football, parce que c'est très cher, ne serait-ce qu'au niveau des équipements, et on a eu près de 700 aujourd'hui sur le territoire ivoirien. Par contre, dans ce document, on vient de se rendre compte que les mieux nantis font des misères aux moins nantis. Donc ils arrivent forcément à avoir des joueurs, à les racheter ou à leur vendre du rêve beaucoup plus facilement. C'est difficile aujourd'hui d'avoir de la crédibilité à ce niveau-là, en tout cas en ce qui concerne la majorité de ces centres de formation, même si on sait que tous les jeunes aujourd'hui rêvent de pouvoir entrer en centre de formation et d'avoir une carrière toute tracée, mais on se rend bien compte sur le terrain que ce n'est pas évident aujourd'hui. Et puis ces centres de formation, pour pouvoir ouvrir,
où ils ont besoin d'être accrédités. Je pense que la plupart, en tout cas pour la centaine, ils sont peut-être forcément accrédités. Je me dis la question, par justement, la c'est FIF. sur la base de quoi ils sont accrédités. Exactement, Parce que les quand on parle critères. de leurs conditions assez difficiles, on leur donne ces accréditations sur la base de quoi? Exactement. Est-ce qu'il y a des conditions financières à remplir? Par exemple, on voit qu'on se rend compte à travers le reportage et d'autres reportages également que la plupart des jeunes joueurs sont exposés à des démarcheurs qui leur promettent monts et merveilles, des agents, en tout cas des agents fallacieux, qui leur promettent monts et merveilles en échange d'argent. J'ai vu un reportage où on promettait à un jeune, en échange de 1 500 € de le faire jouer dans un club en Espagne, mais il se retrouvait finalement en Libye. Donc c'est problématique. On aura l'occasion d'en parler avec notre invité. Notre invité du jour a toujours baigné dans le monde du football. Frère de l'illustre Basile Boli. Il a également porté le maillot de plusieurs équipes en France. Laurent Boli est avec nous autour de cette table. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir, au plaisir. Alors on est tout à l'heure, pour notre dossier, nous parlions de ces centres de formation. Et on parlait de ce constat. Est-ce que vous partagez celui de nos chroniqueurs pour dire que ces centres de formation-là souffrent aujourd'hui? Alors moi j'ai un problème avec le nom, centre de formation. D'accord. Moi je les appellerais surtout des centres d'animation. Quelle est la différence entre centre de formation et centre d'animation? Parce que comme l'a dit tout à l'heure, il a bien exprimé, centre de formation, il faut remplir certains critères. Il faut avoir des terrains de foot en bon état, il faut avoir des entraîneurs qualifiés, pas des animateurs, avoir des médecins. Vraiment, il faut avoir un minimum. Un système sport-études aussi. Système sport-études si on veut, mais centre de formation n'est pas centre de formation qui le veut. Il faut vraiment remplir ces critères-là. Malheureusement, on n'a pas tous les mêmes moyens. Dans les quartiers, il faut occuper les jeunes, il faut les permettre de vivre de leur passion. Donc on se regroupe, on a 2-3 ballons, on crée quelques ateliers, et puis on dit, hop, j'ai un centre de formation. Non. Pour nous, la fédération doit organiser tout ça, former ces éducateurs-là qui aiment le foot. C'est leur passion. Il y a quand même des centres de formation. Oui, malheureusement, qui ne sont pas nombreux. Oui. Ça se compte sur le bout des doigts. La SEC Mimosa, plus l'académie... comment ça s'appelle? Martial? Non, pas Yo Martial, justement, ils sont en deuxième division. Il y en a 2-3. Il y a le qui vient d'arriver, FC San Pedro. Il faut être vraiment bien structuré. Hein. C'est pas permis à tout le monde. Ça coûte cher, comme vous l'avez dit. Il faut les loger, il faut les soigner. C'est des athlètes, c'est des futurs champions qui décident souvent d'en faire leur métier, le futur métier. Pour moi, ces animateurs-là, ils ont vraiment du mérite. Il faut les aider. Il faut avoir nos éducateurs, nos entraîneurs, prendre ces jeunes-là, les former, leur dire ce qu'il faut faire, comment faire progresser ces jeunes-là pour qu'ils demain deviennent des futurs champions. Voilà, c'est la difficulté. Et pour nous, au niveau des clubs de football, de première division, l'élite de notre pays, il faut que ces jeunes-là, qui soient dans les quartiers, on puisse les récupérer pour les faire connaître le haut niveau. D'accord. Hein, qu'ils compétissent régulièrement, qu'ils voient que ce n'est pas le foot d'amusement dans le quartier. Là, ça devient très sérieux. Il y a la compétition, il faut jouer tous les week-ends. Ce n'est pas permis à tout le monde. Il y a des règles. Pour revenir à vous, Laurent Boli, vous avez mené une carrière professionnelle, on le disait tout à l'heure, en France, et vous revenez en Côte d'Ivoire pour investir dans le football. Qu'est-ce qui motive ce choix? Alors moi, j'ai eu un parcours un peu différent. La réalité, c'est qu'on veut devenir footballeur professionnel. Malheureusement, on n'arrive pas toujours au sommet, ceux qui veulent. Moi, j'ai eu des problèmes de santé très tôt. J'ai dû arrêter ma passion et je suis passé à autre chose. Mais j'ai eu la chance de vivre ma passion. Quand on rentre, on a envie de communiquer avec ses jeunes frères. Attention, c'est pas facile. Il peut y avoir des hicks, il peut y avoir des surprises, des blessures. Quand on joue, on ne pense pas à ça. On pense que les blessures n'arrivent qu'aux autres. Il faut se préparer. Justement, parlant de hic, vous aviez été dirigeant à l'Africa Sport. Oui. Avant d'atterrir à l'AFLAD. Faites attention à ce que vous allez dire pour l'Africa Sport, s'il vous plaît. Faites attention. Oui, j'ai commencé à l'Africa. Que s'est-il passé pour que vous Non, l'Africa, le club de cœur. On a tous grandi, moi, toute ma famille, c'était vert et rouge. Oui, oui. Je pense que vous devez avoir des problèmes
d'ordre cardiaque en ce moment. Oui, mais bon. C'est votre Que club de s'est-il cœur. passé, Non, on a commencé, on était une équipe d'amis. Et puis, malheureusement, après 3 années d'expérience, j'avais envie de voir autre chose. D'accord. Et puis, c'est de là que M. Jacques Anouma, M. Idriss Diallo, qui ont créé l'académie Amadou Diallo, l'AFAD, m'ont confié l'équipe dès qu'ils sont montés en première division. Vous voyez, moi, je suis de l'Africa Sport. Mes 2 présidents fondateurs du club l'AFAD sont de la SEC. Idriss Diallo et Jacques Anouma. Donc vous voyez, c'est vraiment l'amour du foot qui nous réunit et c'est ce qui est le plus important. Et est-ce que vous suivez toujours ce qui s'y passe à l'Africa? Toujours. Et qu'est-ce que vous pensez? Toujours. Comment est-ce qu'on peut résoudre durablement les problèmes justement que... Ouf, c'est une grande famille. Vous savez, dans les grandes familles, il y a souvent des problèmes qui sont très difficiles. On en souffre parce qu'on a toujours un petit cœur. Vous savez, quand je joue contre l'Africa Sport, la première journée, j'ai gagné. J'ai pas trop sauté par rapport aux autres. La deuxième journée, j'ai perdu. Mes 2 présidents m'ont dit, mais tu es content, hein? Tu n'as pas fait trop d'efforts. Mais bon, on est toujours comparé à ça. C'est difficile. On a envie que l'Africa retrouve son ton d'avant, sa gloire et tout ça, parce qu'on en a besoin. On en a besoin dans notre pays. Vous parliez de journée, là, on sent que le championnat vous manque. Beaucoup. Justement, comment vit la FAD aujourd'hui avec la Covid-19? Pas seulement la FAD, tout le football. Pour parler de ce que vous connaissez déjà particulièrement. C'est difficile. On a des programmes, on essaie de s'appeler. Il y a nos entraîneurs qui amènent des programmes d'entretien, de mise en forme, de ne pas couper complètement parce que la reprise risque d'être très difficile. Parce qu'au football, on n'a pas trop de vacances. Parce que quand on a trop de vacances, il faut retravailler 2 fois plus pour pouvoir récupérer le rythme. C'est difficile. Certains championnats à l'international ont redémarré. Qu'est-ce que vous suggérez, vous? Est-ce que vous voulez que le championnat reprenne là maintenant ou vous pensez que ce serait mieux d'attendre encore Non, il faut. Vous savez, la vie reprend petit à petit un peu partout. Le football n'est pas exempt de cela. Mais il faut mettre les barrières, il faut mettre les mesures de sécurité, il faut remplir toutes ces conditions-là. En ce moment, le plus important, je vous dis franchement, c'est l'élection à la FIF. Quand on a des nouveaux dirigeants, on va sur une nouvelle saison, on met en place des choses nouvelles pour nous. Parce qu'une fois qu'on a démarré, s'arrêter comme on l'a fait l'année passée, c'est pas agréable. Mais comment est-ce que vous préparez cette nouvelle saison à la FAD? La FAD? Oui. Alors pour le moment, on vient de terminer la saison précédente. On a terminé au rang de 5e. La saison est dure sur 26 journées. Là, on a compétit 20 journées. On a dû avoir un champion, qui est le RCA, Racing, qu'on félicite. Elle a été plus constante que nous. Nous avons été premiers. Malheureusement, vers la fin, on a fléchi. On essaie d'entretenir nos jeunes, parce que vraiment notre politique, c'est vraiment les jeunes, pour ne pas qu'ils se découragent, qu'ils se préparent pour la saison à venir. Malheureusement, la campagne et notre manque de visibilité pour la reprise nous fait un peu défaut. Mais bon... Ça a l'air difficile. Ça a l'air très difficile parce que la loi ne nous permet pas encore de reprendre le football de masse dans les terrains et c'est un peu difficile. En tout cas, ce qui mène souvent un peu la vie des clubs, c'est l'argent. On parle un tout petit peu d'argent. L'année dernière, la fédération avait décidé de remettre 20 millions de francs CFA à chaque club pour bâtir un terrain d'entraînement. La SEC s'est présentée pour récupérer le pactole, mais la FAD, vous n'en avez pas bénéficié. La SEC s'est présentée tout seul d'ailleurs, je pense. Tout seul, oui. Oui, mais bon... Ça ne vous intéressait pas? Non, pas ça, mais franchement, on n'est pas allé très loin. La fédération a proposé cela, mais il fallait venir avec un dossier, il fallait présenter un certain nombre de conditions que vous ne remplissiez pas? Pas seulement nous, mais beaucoup de clubs. La SEC est structurée depuis plus d'une dizaine d'années à son complexe sportif et tout. Nous, le temps de chercher... Comment? Son titre foncier surtout. Son titre foncier. Voilà, nous, je vous ai dit tout à l'heure que ça fait seulement 10 ans que nous sommes en première division. Seulement? Seulement. Et nous avons commencé au départ à Djekanou. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher un site. Il faut être propriétaire d'abord de ce site, le mettre au nom du club,
Après, aller voir la fédération pour lui dire, bon, ça y est, j'ai mon titre foncier, vous pouvez m'avancer les fonds. Mais nous, on a d'autres préalables, on a besoin d'autres choses d'abord. Bon, on va parler de la FIF. On va parler de l'élection de la FIF. Rayana Assi, qui suit de très près ce qu'on a baptisé ici le feuilleton de la FIF, c'est-à-dire la cassette de la FIF, il s'y passe beaucoup de choses. Comment vous analysez, comment vous observez ces situations, comment vous la commentez? Alors, c'est le sport roi, c'est le football qui passionne tout le monde. Chacun a un mot à dire, veut ceci, veut cela. Oui, mais les rebondissements qu'il y a eu sont assez atypiques. Hein. C'est dommage. Notamment entre la fille et Didier Drogba. C'est dommage. Quel regard portez-vous sur cette histoire? C'est dommage, parce que pour nous, ce n'est pas notre vision du football. Nous, notre vision du football, c'est vraiment la paix, la joie. Vous savez, un de mes dirigeants qui est candidat ici, Idriss Diallo, son slogan majeur, c'est pacifier, rassembler et développer. Si on est divisé, si on passe notre temps à nous... Parce que j'ai vu vraiment sur les réseaux là, des propos vraiment très méchants. Est-ce que vous pensez que Didier Drogba est victime d'un complot? Non. Non, non. Non, je ne veux pas parler vraiment particulièrement d'un candidat. Je dis simplement, je lis certaines choses qui me font mal au cœur. Parce que moi, c'est pas ce qui m'attire dans le football. Mais vous l'avez fait depuis votre arrivée, vous ne parlez que de M. Diallo. Justement, non, je donne par exemple cet exemple. Moi, je veux parler de celui que je connais, que je fréquente au quotidien. Et que vous supportez? Que je supporte parce que je le connais. Alors, parce que je le connais. Mais justement, vous parliez tout à l'heure de sa volonté de pacifier, de réconcilier. Mais qu'est-ce qu'il fait concrètement justement pour cela? Est-ce qu'il appelle les candidats? Est-ce qu'ils ont décidé aujourd'hui, au regard de l'ampleur que prennent les choses, qu'est-ce que peut-être celui que vous connaissez, qu'est-ce qu'il mène comme action pour pouvoir pacifier, réconcilier? Ben, vous savez, aujourd'hui, on sort de l'Assemblée générale de la FIF. Une commission électorale a été mise en place. Les candidats vont aller déposer le dossier. Et vous allez voir, dès qu'ils seront retenus, eh bien, ils viendront, ils vous expliqueront chacun individuellement. Il faut aller étape par étape. Il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. D'abord, au départ, on nous parlait de la pandémie, pour nous, qui était importante. Certains ont commencé déjà à parler des élections de la FIF. Non, il faut respecter. Il y a certaines personnes qui sont malades, qui n'ont pas les moyens, n'ont pas la possibilité de vivre de leur métier, de leur passion, cela. Il faut respecter cela. Nous, on avait d'autres soucis avant. C'était, est-ce qu'on continue le championnat, est-ce qu'on l'arrête? On a resté 4 mois, 5 mois sans compétir et rester dans le vide comme ça. Pour nous, ce n'était pas intéressant. On a tourné la page, l'Assemblée est terminée, la commission est mise en place. Dans la semaine prochaine, on va savoir officiellement les candidats. En ce moment-là, chacun développera son sujet, son programme. Et moi, j'ai envie de vous dire, je profite de votre micro, de votre antenne, pour lancer un appel. Pour vraiment lancer un appel. Le football que nous aimons demande l'apaisement, demande la paix. Ça va durer 90 minutes, maximum peut-être 120 minutes. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas la fin du monde. On se réconcilie, on se tend la main, et puis on va de l'avant. On a tellement à faire. Oui. Sophia, il a une question pour vous. Moi, j'ai une question. Vous avez dit tout à l'heure que vous soutenez M. Diallo. Et donc M. Diallo a quand même déjà travaillé avec la FIF. Pourquoi n'a-t-il pas mis en place ce programme, justement, ou en tout cas ce slogan que vous avez donné tout à l'heure, et ce programme qu'il a pendant qu'il travaillait à la FIF? Pourquoi c'est juste maintenant? Non, M. Idriss Diallo, pendant 8 ans, était dirigeant de chez nous, mais il n'était pas influent au niveau de la FIF. Il était vice-président quand même. Il y a 8 ans, il était vice-président. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Non, à cette époque, il n'y avait pas ce que nous voyons aujourd'hui. Oui. Lui, à son époque, ils ont permis à la Côte d'Ivoire d'aller pour la première fois à la Coupe du Monde. Nos années de gloire sont sous le mandat de M. Anouma et M. Idriss Diallo et aussi M. Souri Diabaté. Voilà, des gens qui ont porté notre football, on a envie de le retrouver, ceux-là. Aujourd'hui, on va sur d'autres débats qui sont vraiment déplacés pour nous. Nous, passionnés de football, on veut vraiment revenir
à l'espace de jeu. C'est ce qui est le plus De façon important. très concrète, hein, Monsieur Laurent Boli, on parlait tout à l'heure de cette tension-là qui est perceptible sur les réseaux sociaux. C'est un peu comme sur les terrains. Lorsqu'il y avait les derbies à SEC Africa, les supporters étaient beaucoup même plus passionnés parce qu'on disait que les joueurs eux-mêmes se retrouvaient de temps en temps, ils rigolaient dans les vestiaires. Il y avait une grande tension, les dirigeants aussi. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire ça de ce qui se passe outre la tension qu'on perçoit sur les réseaux sociaux? Est-ce que les candidats, les différents candidats eux-mêmes, ils se parlent? Quelle est l'ambiance entre eux? Oui, mais je ne sais pas si vous étiez au courant. Il y a le président de CIO, M. Palinfo, qui avait réussi à rassembler les différents candidats, leur a demandé d'aller à l'apaisement. Voilà, Ils y sont allés. Aussi, ils l'ont fait, mais vous savez, aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. Un monsieur est tout au fond de sa province, là-bas, il a envie de dire ce qu'il pense, il lance un message, et bon. Mais si bien que ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément symptomatique. C'est pas simplement. Voilà. D'accord. Vous dites, monsieur, que les plus grandes heures de gloire qu'ont connu le football ivoirien, pour le moment, ont été faites sous le règne, entre griffes, de ces trois personnages que vous avez cités tout à l'heure. Le bilan, qu'est-ce qu'on compte dans ce bilan-là pour ces grandes heures de gloire du football ivoirien? Alors moi, Et en combien de temps? Moi, je veux retenir le plaisir de nous avoir fait connaître la Coupe du Monde pour la première fois, en 2006. Et moi, j'ai envie de vous dire, on souhaiterait prendre cette habitude et y aller régulièrement. Parce qu'on en a besoin, nous, localement. Avant de briller à l'extérieur, justement, localement, il faut peut-être régner. Oui. Combien de Coupes d'Afrique, déjà, et en tout ce temps? Est-ce que vous pensez, justement, qu'il serait peut-être pas temps d'aller vers un renouvellement? Ou alors, pour vous, le candidat Drogba n'a aucun moyen de faire vivre à la Côte d'Ivoire des heures de gloire au niveau du football? Non, tout le monde a sa pierre à apporter à l'édifice. Je vais vous parler de Drogba, demain ça peut être une autre personne. Moi, je n'exclus personne. Vous savez, tant qu'une personne va nous permettre d'aller de l'avant, moi je suis disponible. Je suis disposé à l'écouter, à le soutenir. Mais aujourd'hui, je vais parler de mon candidat Idriss Diallo. Franchement, je souhaiterais, parce que je connais la personne. Vous savez, justement, quand M. Idriss Diallo était aux affaires à la fédération, ils ont dit on ne va pas rester indéfiniment. Notre souhait, c'est d'avoir un club qui va concurrencer ASEC Africa, qui sont nos références ici aujourd'hui. Ben, ça fait 10 ans que nous concurrençons ceux-là. Et ça, on a vu le jour. Aujourd'hui, je suis fier de dire que j'ai des joueurs qui participent à la vie de notre football local. J'ai un entraîneur qui est parti à une semaine du championnat, qui est aujourd'hui l'entraîneur de l'équipe nationale des locaux. Peut-être que l'une des préoccupations des uns et des autres, c'est ce besoin, cette volonté de renouvellement. Est-ce que justement votre candidat pourrait garantir qu'il y aura ce changement que les personnes attendent? Alors vraiment, j'aimerais dire à la place de mon candidat aujourd'hui qui n'est pas là, rassembler tout le monde, permettre d'aller de l'avant, pour nous c'est très important. Vraiment très important. Le football est une passion. Après 90 minutes, on doit passer à autre chose. Apporter de nouveaux dirigeants, oui. Pourquoi pas? Moi je suis un nouveau dirigeant. Voilà, j'apporte ma pierre à l'édifice. Les anciens me disaient, mais vous voulez rester dans les salons, il faut venir vous affronter un peu à la population, aux supporters, accepter la critique. Oui, la critique fait grandir, fait évoluer. Alors il y a quelque chose qui m'intrigue. En novembre 2019, au cours d'un point de presse, vous aviez tenu des propos à propos de Didier Drogba et vous disiez être impressionné par son expérience de manager au petit club aux États-Unis. Alors ça m'intrigue. Pourquoi ne pas avoir accordé votre soutien justement à Didier Drogba, puisque vous étiez si impressionné? Non. J'ai été invité à un débat, non même pas un débat, un programme de Didier Drogba qui était à l'Hôtel Ivoire au mois de novembre. On a invité mon club, je suis allé, j'ai écouté, on m'a posé des questions, j'ai répondu, je lui ai dit on écoutera tous les candidats. Et au moment opportun, on choisira. Mais
En ce temps-là, en interne, je savais qu'on avait nous-mêmes aussi un candidat que nous allons soutenir, qui était M. Idriss Diallo. Alors, ça me pose un petit souci quand même, parce qu'à vous entendre parler, on a vraiment l'impression que peu importe le programme, de toute façon vous soutenez Idriss Diallo parce que vous le connaissez, et vous l'avez dit sur ce plateau, ça me pose un petit souci quand même. Oui, mais moi je souhaiterais que vous invitiez le candidat Didier Drogba. Moi je parle de mon candidat que je connais, de son programme. Il vous a pas expliqué? Vous n'avez pas pris connaissance du programme de Didier Drogba? Non. Vous savez... Et celui d'Idriss Diallo, vous le connaissez quand même, le programme d'Idriss Diallo? Mais bien sûr, c'est pacifié, c'est rassemblé, c'est développé. Tout à l'heure, on parlait de foot de la rue, des centres de formation. Mais pour nous, dans le programme d'Idriss Diallo, vraiment le centre de notre développement, c'est la DTN, la Direction Technique Nationale. Il faut avoir une Direction Technique Nationale forte pour pouvoir donner la chance à tous ces jeunes de vivre leur métier. Et au niveau des clubs... Et le football féminin. Vous savez, cette année, le football féminin elle démarre sur 2-3 journées, elle s'arrête. Nous, la compétition des jeunes, au bout de 10 matchs, il n'y a plus de championnat. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment important. Moi, je ne connais pas le programme de Didier Drogba. Parce que moi, en tant que président de club, j'ai envie d'un lendemain meilleur. Alors, demain... Et le candidat Idriss Diallo, quand on parle avec lui, on lui dit voilà ce dont nous souffrons. Tout à l'heure, on a parlé de l'académie. Excusez-moi d'être un peu long, mais... Non, oui, parce qu'on va partir à la pub. Tout à l'heure, on parlait il faut avoir des infrastructures. Ça fait partie de notre développement. C'est important. C'est bien noté. En tout cas, on marque une autre pause. Et on va se retrouver sur ce plateau-là pour la suite. Et certainement, vous donner l'occasion de terminer ce que vous vouliez dire tout à l'heure. Venez découvrir toute la gamme qu'il y a dans nos showrooms 7 à 6 Zone 3 et Cocody. Pour plus d'informations, appelez le 21 21 11 11. Kia, the power to surprise. Beaufort, au cœur de la fraîcheur. Beaufort, au cœur de la fraîcheur. On est sur le plateau du Live Talk. Notre invité est Laurent Boli. Laurent Boli, un petit commentaire sur la réaction, la décision dans le mouvement des arbitres. Bon, je ne voudrais pas trop commenter parce que nous sommes une association affiliée à la fédération. Et la fédération a ses règles. Et je pense que récemment, ils ont sorti un communiqué. Voilà, il faut les laisser organiser. C'est elles qui nous amènent à l'élection. Donc voilà. C'est bien noté. Qu'est-ce qu'on peut... Tout à l'heure, dans l'introduction, tu l'avais présenté comme étant le frère de Basile Boli, mais attention, excuse-moi, c'est le frère d'une légende. Basile Boli, c'est une légende. Excuse-moi, il n'arrive rien à avoir remporté la Ligue des Champions avec le premier club français.
Allez. En 30 secondes, qu'est-ce que vous pouvez dire pour conclure Je souhaiterais dire simplement que cette polémique, ces éclats, ces voix, ces mots assez déplacés que nous voyons dans le football n'honorent pas notre passion. Je souhaiterais vraiment que cela soit derrière nous le plus rapidement possible et que nous allions vraiment à l'essentiel. Et que pour moi, le programme de notre candidat encore, c'est pacifier, rassembler et développer. Nous avons tellement à développer pour notre football. D'accord. Et que le meilleur gagne. Et pour nous, le meilleur, ce sera nous. Et c'est nous qui allons gagner au soir du 5 septembre. On l'a bien noté. Voilà. Justement, pendant que vous êtes en train de parler, on me signale justement que nous avons l'arrivée sur ce plateau, comme tous les jeudis, du porte-parole, très spécial. Il arrive justement. Du très spécial. Monsieur le porte-parole du porte-parole, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ou est-ce que ça va? Ça va, j'ai dû traverser la ville sans garde du corps. Vous savez, avec le remue-ménage qu'il y a, il faut bien surveiller son bureau. D'accord. On vous écoute pour votre point de stress hebdomadaire. Merci. Ivoiriens, Ivoiriennes, habitants de la Côte d'Ivoire, bonsoir. Et merci pour tous vos messages de félicitations interplanétaires. Notre communiqué ce soir portera sur 2 ministères. Au titre du ministère des Obsèques et Condoléances, un incident majeur a été déploré. En effet, les agences PLCC et Allopolis, appuyées par les antennes First Magazine, c'est lui, First Magazine, c'est l'autre, renforcées par les agences de surveillance ODC, l'original, ODC, photocopie, adaptation, renouveau charismatique du 5 commentaires, nous ont rapporté des images frustrantes du représentant officiel des Tokbe, bizarrement éjecté du cortège ministériel de notre cher défunt Premier ministre. Ce dernier a décidé de porter plainte auprès de la Cour africaine des droits de l'homme contre nos forces de l'ordre pour non-respect de la charte des alliances interethniques. Le gouvernement, à travers le bureau traditionnel des us et coutumes, que j'ai l'honneur de diriger, a présenté ses excuses au nom de la nation. 2 ministères et un bureau d'experts ont été mis à contribution afin de réparer cette injustice. Ainsi, le ministère de l'Artisanat a été instruit afin de mettre à sa disposition un nouveau pantalon, 100% Duncan, car celui qu'il avait porté a malheureusement ouvert une brèche transvisible lors de son grand écart. Le ministère du Budget, de l'Économie et des Créances a été instruit afin de mettre à sa disposition une ligne de crédit de 206 milliards d'euros, flexible en francs guinéens. Le Bureau national de l'identification des voiries a, quant à lui, été sollicité afin que ce boulevard, qu'il a vu voler comme une perruque déprimée, soit rebaptisé « Ah, cher Tokbe, qui t'a envoyé ?» Au titre du ministère de la Jeunesse, suite aux différentes polémiques sur l'âge et la capacité de nos chers leaders à tenir un marathon, le ministère de la Jeunesse, à travers le Conseil constitutionnel de la Jouvence, a trouvé une solution simple, efficace, pour mettre fin à tout ce roucascas, à travers une loi de réconciliation nationale du 3e âge. Ceci est donc un nouveau décret en application de la loi SF-TNT-206 du 23 juin 2020. Conformément à la loi René Caillé, tome 1, tome 2, Fessiste 20 ans sur le campus au Calamar, le Conseil national de la Jouvence octroie à titre exceptionnel une réduction de 40% sur l'âge de nos Sugar Papis nationaux. Ainsi, son Excellence Alassane Ouattara, président en exercice et brillant économiste, passe de 78 ans à 38 ans. Ainsi, son Excellence Henri Konan Bédié, ex-chef d'État, aussi brillant économiste, passe de 86 ans à 46 ans.
Quant à son Excellence Laurent Gbagbo, ex-chef d'État, brillant historien et résistant, il a failli passer à côté de ce bonus vital, car à sa dernière apparition, il avait la barbe du Père Noël. Mais la direction de son parti nous a informé que ce n'était en réalité qu'un filtre Snapchat. Il passe donc de 75 ans à 35 ans. Cette loi s'applique à nos chères premières dames et à l'ensemble de la classe politique ivoirienne et certaines personnalités publiques qui nous ont toujours gratifiés de leur éternelle jeunesse, au nombre desquelles le jeune comédien Bienvenu Neba, qui vient de fêter 1 an de plus, la belle et jeune chanteuse Nayan Kabel, qui était un peu bonnetiquement frêle, et puis un coup, bim. L'animateur Kaloua Yves Zobo Jr., qui fête toujours un slim de plus, John Zaïbodje, qui fête un chapeau de plus, et pour finir, l'Apollon, Nzima, Kotoko, Frédéric Ewi Mewe, qui fête un jeu des reins de plus. Toutes ces personnalités citées sont priées de retirer leur nouvel acte de naissance à l'Office national des retraits. L'opération est entièrement gratuite, il faudra juste s'acquitter d'un petit timbre qui se lève seulement à 50 millions d'euros, flexible en francs congolais. Comme disait un célèbre scientifique africain, ce sont les nappies qui font malin, sinon il y a un Dieu pour les chauves. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole de monsieur le ministre. Merci à vous. Franchement, on est toujours très heureux de vous accueillir pour votre point de stress. Qu'est-ce que vous pouvez nous sortir comme commentaire de tous ces remous qu'il y a au sein de l'AFI, par exemple? AFI, je pense qu'il faut poser cette question au Front populaire. Non, c'est pas ce AFI-là. C'est plutôt dans le domaine du sport, du football, fédération. Ah, AFI, de la FIF, oui. AFI, oui. Ah, les footballeurs. Oui. Eh bien, je pense qu'il faut qu'ils se décident à mettre balle au centre, sinon ils vont tous passer sous ma tutelle. Et vous savez qu'un ministre ne refuse jamais un nouveau bureau. Vous en avez un pour l'instant? Nous sommes encore dans le rouage. Vous n'avez plus de garde du corps, monsieur le ministre. Comment vous rentrez? Comment vous déplacez? Pour l'instant, ma sécurité est entre les mains de Dieu. Ah ouais. D'ici que les vraies décisions soient décidées dans les instances décidissales. Mais on nous dit ce boulevard il a été baptisé à qui m'a envoyé. Non, nous sommes en train de travailler à ce qu'on le baptise à cher Tokbe. Qui t'a envoyé? Ah ouais. Oui. Parce qu'on me signalait qu'il fallait qu'on précise que c'était en cours encore. Oui, c'est en cours, mais c'est en cours au même titre que QNet. On en avait parlé vous m'avez promis, monsieur le porte-parole du porte-parole. Je tiens à vous dire que QNet, nous n'avons pas eu de problème véritablement avec eux. Je précise que c'est QNet, monsieur le ministre. Oui, c'est juste le nom qui était un sérieux problème de mœurs. Ensuite, quant à l'autre produit, là. CrowdOne. CrowdOne, effectivement, CrowdOne, ça a été aussi un simple problème de update. Parce qu'ils nous ont servi un produit CrowOne. Nous attendions le Crow 2, Crow 3, Crow 5. Ils n'ont pas pu nous fournir. Donc l'État a repris l'affaire en main afin de vous produire la version Crow 20. Monsieur le ministre, on vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous remercie. On vous retrouvera jeudi prochain pour un autre point de stress. Merci. Et que Dieu nous protège. On a été très heureux d'être en votre compagnie pour ce numéro du Live Talk qui s'achève ainsi. On vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci à toutes les équipes techniques, à toutes les équipes éditoriales. Et puis, faut noter que ce numéro-là marque notre premier mois. Et dirait quelqu'un. En tout cas, merci à tous les téléspectateurs pour leur soutien, pour leur fidélité. On vous retrouvera sur ce même plateau-là lundi. D'ici là, prenez grand soin de vous et des autres. Pour la suite, c'est un film, L'interprète avec Guy Kalou et Kadi Touré qu'on vous propose. Merci de rester sur Live TV. Que Dieu vous garde.